temps était loin d'être en reste, lui répondit qu'il ne fallait pas la jeter, puisque maman lavait les tasses. Ensuite, on lui demanda de mettre dans Feusier un gobelet de yaourt vide, ce à quoi elle répondit qu'il fallait le jeter parce que maman ne lavait pas ses gobelets. Enfin, à Bérez d'autres étranges tours de la sorte, peut être pour prouver la logique de son enfant ou son esprit d'observation, peut être pour prouver à cet ordre de troisième degré quelque chose que seul savait. On se dirigea vers le placard à chaussures, l'ouvrit et emporta toutes les chaussures sous la télévision. Là, il lui demanda Amy et les Rangers, plus Moon à leur place habituelle. À ce moment-là, Nadia intervint mais enfin chut, qu'est-ce que te prend, laisse-la faire. Tu verras, elle solde presque exactement va chaque paire. Et il exhibait comme un dompteur exhibe les tours qu'il a appris à ses lions et cela était loin d'être d'ânesse ses habitudes. Chiada les rangea, jeûna, puis commença à montrer des signes d'impatience et d'habitude, soutenu en quelque sorte par sa mort. La pression était telle que toutes deux ne faisaient pas le poids pussent finir par s'engueuler et sollicitant cette fillette inquiète, en redemandant, hilar. L'atmosphère devenait lourde et malsaine, il se produisait quelque chose qui engendrait la méfiance. Puis, heureusement, Nadia trouva une échappatoire, il y était déjà tard et elle devait coucher la petite tuesse se levant alors tout comme sur un mot d'ordre, saluant et s'en allant enfin. Lorsque la petite fut endormie, Nadia trouva son marle à la cuisine jouant avec le couteau qui lui avait servi s'ouvrir les 24 mois plus tôt, à Noël. Si availlablement début de soirée, il calit maintenant d'un gris vitreux. Elle prit pur et se précipita pour le lui enlever des mains. Il ne posa aucune résistance. D'un air insupportablement absent et divagueur, il la supplia en pleurant, Nadia, aide-moi. Si tu m'aimes, aide-moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que ta tante t'a dit dans la chambre? Tu ne vas pas faire une bêtise, Michel, réponds-moi. Mais Michel ne répondait déjà plus rien. Quelque chose s'était produite, quelque chose qui lui avait tout pris, jusqu'à sa parole et sa raison, il n'était plus l'homme qu'elle avait connu. En cet instant précis, c'était un homme complètement désemparé, démuni entièrement de tous ses moyens, ne pouvant que lancer encore et encore cet appel au secours, aide-moi. Rappelle les US doivent revenir. Elle le fit sortir de la cuisine et ferma à clé la porte. Bien qu'elle ne le soupçonnât pas une seule minute de vouloir faire du mal à quelqu'un d'autre qu'à lui-même, elle ferma également la chambre de la petite. Immédiatement elle rappela les cousins au téléphone, surveillant son mari qui semblait ivre mais ne l'était pas, les implorant de revenir. Michel avait très mal et les réclamait. Un sentiment d'impuissance et de faiblesse l'envahit, elle se trouvait désarmée devant son comportement. Irrégulier hagard, épouvante, d'une absence à donner des frissons, marmonnant des mots incompréhensibles et inintelligibles, des phrases pour un plat super étudié de sens, faisant des gestes dans le vide ne semblait pas comprendre lui. Tellement peur, qu'elle a sonné 153 chez leurs voisins et s'est les revenus à US accoururés, ne s'attendant pas à un Nuttallson, US Lucon, s'ayant d'appeler immédiatement une ambulance. Elle ne pouvait pas le laisser dans cette cas d'inconscience éveillée. Il y semblait fouer son regard calivitreux, surréaliste. Michel, malgré son incapacité à s'exprimer comme il le souhaitait, leur fit entendre son acquiescement mais, d'abord, il fallait que les cousins reviennent. Ensuite, il les laisserait faire tout ce qu'ils souhaitaient, sans poser aucune résistance. Pour l'heure, il y était complètement désorienté, de contenance. Ayant perdu ses moyens de raisonnement, il y était la prole de l'anarchie totale de ses pensées et de ses gestes, comme hypnotise. Il y voyait le monde au travers d'un épais écran opaque et gris, qui s'était installé entre lui et le monde extérieur, sans crier gare, dont il savait pertinemment qu'il n'arriverait jamais à le briser tout seul. Cette fois, il y réclamait de l'aide corps et âme, comme jamais cela ne lui était arrivé de le faire auparavant. Lorsque les cousins revinrent, sans leur mot, US décideront en effet de l'emmener à l'âge hôpital, complètement affolé. US ne surent trop plus dire aux admissions de l'hôpital cantonal et Nadia n'était pas avec eux sur le moment, car personne n'avait accepté de garder la petite. Mort, au lieu d'expliquer ce qu'il savait et de dormir à l'infirmière le numéro de téléphone de la maison, ITS qu'on leur avait demandé de le transporter là et qu'il n'en savait vraiment pas davantage. Il y était évident que l'homme que avait en face d'elle n'allait pas bien.
Mais, étale-se un abus d'alcool, une prise de drogue ou d'hallucinogène quelconque, ou réellement un cas clinique qu'il fallait traiter dans les plus brefs délais, lorsqu'elle leur demanda de patienter, US Protexterant ne pouvait pas rester, car leur voiture était mal garée et US devait se déplacer à trois pour mieux la garer et partir comme des voleurs. Ne saluant merde pas leurs parents, US le laisseront là, seul US considérait que cette histoire ne les regardait pas outre mesure et ne voulait pas se mêler d'affaires qui n'étaient pas les leurs. Alors on est en droit de se poser la question, à savoir s'il n'était pas déjà trop impliqué dans cette affaire, étant intervenu comme intermédiaire dans la vie d'une famille afin de la briser, et ensuite refusant toute implication, ou par de faute, mais ceci n'est pas leur prosons et parfois des gens trop bêtes pour comprendre les applications de leurs actes et suffisamment mais en 155 suite pour de jouer toute responsabilité. À la maison, Nadia réussit à obtenir de leurs voisins qu'ils gardent Giada et courut jusqu'à la chapitale qui se trouvait à 20 minutes à pied de leur appartement. Arrivée là-bas, elle trouva Michel, et seul, assis sur une chaise de la salle d'attente, bien sagement, regardant dans le vide juste devant lui. Bien qu'elle comprît instantanément ce qui s'était produit, une part d'elle-même refusait de l'admettre. Comment était-il possible d'imaginer un scénario pareil? US n'avait pas pu le laisser là tout seul. Elle ne put rien tirer de Michel qui la regardait droit dans les yeux, sans la voir semblait-il, et qui recoutait, sans l'entendre. Son cœur bondissait encore dans sa poitrine, qu'elle était déjà en face d'un médecin pour lui expliquer ce qui s'était produit. Le médecin le prit en charge, en faisant bien entendre Nadia qui peut être pas de leur compétence de soigner son mari. Toutefois, il décida de le garder une nuit en observation et la décision adéquate serait prise le lendemain matin, avec les résultats des premières analyses, qui n'allaient rien montrer d'anormal. Il lui conseilla de rentrer chez elle pour être aussi hôte de leur enfant et de revenir le lendemain à la première heure. Bien qu'il ne fasse pas une seule fois question d'hôpital psychiatrique, les propos du médecin avec lequel il venait de s'entretenir semblaient pencher dans ces sens-là. Toutefois, dans son affolement, elle parvirait à trouver une sorte de calme qui lui permit de rentrer chez elle et de lancer à Giada que son père était hospitalisé. Il est parfois difficile de trouver les mots justes pour expliquer à un enfant que le futur de son père est incertain. Mais il est important de les trouver. Elle était dans ce qu'elle ne savait pas comment elle allait s'y prendre. Giada Kali de 16 enfants sensibles, à qui un simple regard suffisait pour évaluer un cas de tension ou de bien-être. Et elle était si petite. Il y fallait la prendre avec délicatesse. Pourtant, Nadia opta pour un annonce chez brutal, puis le silence total. Elle avait d'autres préoccupations vraiment de sa porte en doute. Elle ne ferma Marseille de la nuit, se tournant et se retournant dans son lit vide, torturée par ses pensées. Elle tenta de retrouver la lettre que la tante avait remise à son mari, mais il n'y avait trace de rien nulle part. Elle se tourmentait en essayant de comprendre ce qui avait bien pu se passer dans cette chambre pour mettre son mal dans un tel cas. Elle avait beau se poser des questions, elle ne trouvait aucune réponse, mais quelque chose de grave s'était produit. Et, qu'il a raison comme ça. Le lendemain matin, elle s'en alla de bonne heure, prenant socialement la petite inquiétée anxieuse avec elle. Ses craintes de la veille étaient justifiées. Les médecins avaient décidé de sauternement en clinique psychiatrique. Ce fut le coup d'assommoir initial qui marqua le début de la croisade qu'ils allaient vivre. Michel fut donc transporté à Bel Air, la clinique psychiatrique de la ville, qui se trouvait bien loin de l'endroit où ils habitaient, en pleine campagne. Le lieu est désolant. Lorsqu'elle se rendit là-bas pour la première fois, accompagnée par Tan, Nadia se sentit de faillir. Ses forces l'abandonneront. D'abord, pour ce que l'endroit représentait, ensuite pour ce qui en ressortait. Les lieux étaient sordides, tristes et sombres, sans une touche de couleur, sans rien qui rappelait la vie, bien au contraire, tout là-bas donnait envie de la fuir. Le sort de son nom en était maintenant entre les mains du psychiatre, et il ne lui restait désormais plus qu'à espérer qu'il soit compétent, et à prier. Elle pria de tout et de son âme, de jour comme de nuit en pensant à son fin TR. 2 jours après un internement de Michel, le psychiatre la convo égale à 1114 IT, VS, E,4, T, point, 4 virgule I, T, point, 110 milliards 141 millions 114 434,040 I, T1, T,11 fut bref, expéditif et direct.
Puis, sans le moindre égard il y le moindre ménagement pour son patient, il fit tomber son terrible verdict. Michel était maniaco-dépressif. Aujourd'hui on appelle cela des troubles bipolaires. Qu'est-ce qu'aurait-il cru ce mot signifie? Iliane n'expliquait rien. Ce fut froid et brutal. Elle n'espérait plus une vie pour son époux, mais assurci face à la mort qu'il risquait à tout moment de provoquer, elle n'était nullement armée pour supporter ce choc et se replia sur la seule chose qui lui restait, pensait-elle. Sa foi en un Dieu bon qui ne pouvait pas laisser une brebis s'égarer à ce point. Alors, pour le peu qu'il restait de son marle, elle fit preuve de courage et traversa du mieux qu'elle put les épreuves qui se présenteront. Le psychiatre expéditif du début fut phraséologue par la suite. Il lui raconta tous les événements de la vie et de l'enfance de Michel qui avaient fait qu'aujourd'hui il se trouvait là. Mais Michel avait refusé de révéler ce qu'il s'était produit le soir de son hospitalisation, ce qui avait fait que la balance avait aussi dramatiquement basculé. Personne ne sut de quoi il s'agissait. Nadia comprit très vite qu'elle avait fait une erreur de jugement monstrueuse face à l'acte de Michel, quelques mois plus tôt, à Noël. Ce avait considéré comme tag Mayor et Isole ne l'était pas. Il y était mis à une piste un peu sordide que l'on n'avait pas envie d'assembler. Pour qu'une goutte d'eau parvienne à faire déborder un vase, il faut déjà que ce vase soit rempli. Ce code-là de la vie de son nom, elle l'avait ignoré depuis toujours. Beaucoup de choses se racontent dans les villages, mais, étonnamment, jamais les plus importantes. Les langues se liront plus tard trop tard. Toutefois le psychiatre la rassura, en lui promettant qu'il allait s'occuper de lui et faire tout ce qui était en leur pouvoir pour qu'il s'en sorte. Mais qu'il ne fallait pas s'imaginer qu'une personne qui en était déjà à son énième tentative de suicide n'allait pas, à tout moment, essayer de recommencer. Pour ce qui était de s'en occuper, ils le firent leur manière. Les moyens qui étaient en leur pouvoir étaient si tortueux, et pour la plupart monstrueusement archaïques. Il y fut enfermé dans une chambre où chaque meuble était vissé au mur, les murs et le mobilier se fondaient dans la fadeur de ton terné sans vie, sans le droit de tenir ne serait-ce qu'un souvenir de sa petite famille. Hiberne un souvenir tout court appartenant à sa mémoire. Lorsqu'il était en proie à de fortes angoisses, suscitées par des reminiscences douloureuses de son passé, j'y recevais de mon Ali, ex-électrochoc, d'un de lui ôter tout souvenir, Tissuim, pitons en eut. Descendit 1114e sec en l'espace de 40 jours, auquel il survécut miraculeusement, compte tenu du savoir boiteux qu'avait la médecine en ce temps-là sur ces cruels électrochocs. Lorsqu'il ne voulait pas manger certains mets, simplement parce qu'il ne les aimait pas, il se devait interdire les visites par punition. Mais comme il vivait chaque fois ces événements comme une injustice, et que le personnel hospitalier redoutait un acte de violence ou une quelconque manifestation agressive dont il ne fit pourtant jamais preuve, il se voyait alors attaché à son lit avec des sangles meurtrissantes, qui lui blessaient les poignets et les chevilles, et le CCR aussi. Mais ce qui le plus éternel et meurtri, c'était sa dignité et l'image qu'il avait de soi. Il n'y avait pourtant plus rien à punir, sa plus grande punition qu'allait de vivre la vie qu'il vivait, de la manière dont il la vivait. Cela, US ne le comprirent pas. Un jour où il refusa de manger des choux-fleurs parce qu'il ne les déjeunait pas, on lui annonça que sa fille passait de soi les modes, mais qu'il ne la verrait point, quand il dit ne irritait pas, puisque 161 c'est elle à toute l'histoire de ça. Fille et il ne put en supporter davantage. Ce triste jour, il que droit à la camisole de force, et certains médecins décideront qu'il allait subir une humiliation bien plus grande et mortifère. La poussant dans le dos, il fit rentrer son enfant, seul, qui ne put cacher ni son épouvante, ni ses larmes devant pareille horreur. Son papa enchaîne, harnage de force dans un tissu serroché si dur qu'il emprisonnait, ne pouvant même pas porter ses pauvres mains tremblantes au visage pour essuyer ses larmes, et cacher ses yeux, tristes de honte et de détresse, et de peur. Pourquoi le traitait-on si mal? Pourquoi lui faisait-on autant de mal? Elle éclata en terribles sanglots et tenta de s'approcher de son ligote et silencieux, pour l'enlacer ou l'aider ou le libérer, mais deux médecins la retinrent en la forquant à sortir de la pisse. Apparaisse une vision monstrueuse qui hanta ses jours et ses nuits et sa vie durant, et ceci dans le but qu'il ne s'oppose plus aux règles qui régissent ses rétablissements. Apparaisse cela, pouvait se demander qui était soigné et on se trouvait l'humanité.
Il n'était plus un homme, mais 1111 martyrs de la psychiatrie des années 70. On ne soignait pas un affrosement et intérieurement, on soignait sa malade, qui l'empêchait de faire partie de la normalité. Mais quelle normalité? Celle de l'intolérance du non-soi, celle de l'inhumanité, celle qui s'octroie tous les droits, même les plus infâmes et les plus humiliants, au nom de la psychanalyse. Est-ce que le fait de nommer une maladie signifie qu'elle ne doit être traitée que par vol médicamenteuse, sans s'occuper de la personne dans sa totalité, l'être humain avec son esprit, sans dissociation aucune? Faire parler et extérioriser une personne souffrant d'une quelconque maladie de l'âme peut l'aider, en un premier temps, mais ne faudrait-il pas ensuite l'aider à retrouver son fil d'Ariane, qui se rompit un jour, afin qu'elle se sorte définitivement de son labyrinthe tortueux, ce fil conducteur qui nous permet de nous mouvoir dans notre vie sans trop nous perdre? Le relais exact de la psychiatrie dans ces années-là était loin de tout cela. La maladie était traitée, ou plus serait-il plus juste de dire coincée, enfouie quelque part au fin fond des méandres de femmes, mais nullement erratique. On la baïonnate, c'est tout. On traitait les effets et les conséquences, mais, sans en comprendre les causes, on ne trouvait pas les mécanismes. On enfouissait la maladie par des effets chimiques, on la mettait en cage, mais non hors d'état de nuire. De ce fait, elle était prête à bondir de cette manière, comme un animal affable, dès que la moindre occasion se pressentait. Michel n'échappa pas à cette règle. Il y toucha le fond de l'abîme, mais il ne s'en rendit pas totalement compte, trop appliqué, trop touché, trop seul par les traitements. Sauf dans de rares moments de lucidité passagère où son cas lui devenait insupportable, une réelle torture psychologique. Néanmoins, grâce à certains médicaments, il semblait, à première vue, aller mieux. Le lithium, que l'on avait découvert depuis peu, faisait des merveilles. Le gris de l'écran qui l'empêchait de voir les réelles couleurs du monde semblait s'être estompé, l'opacité était devenue plus transparente. Même la nuit avec ses démons semblait être môme noir sous l'effet de la chimie. C'est pourquoi il y fut de site que Michel sortirait de Bel Air 40 jours après son arrivée. Mais le sort voulut qu'il n'en sorte pas dans un cas d'amélioration aussi inespéré et réjouissant. Un malheureux événement se produisit au 37e jour de son hospitalisation. Ce jour-là était un dimanche de beau temps et il s'en portait d'autant mieux. Sa maladie le fait sans vivre au rythme des saisons, des pluies et des moissons. Nadia et Giada avaient pu lui rendre visite et sa sortie était prochaine. Alors y Siegfried, l'IPLC tonte li Corrier et Vitirem, 1.11 Y, Ister KOI pensionné en Rkofar l'artromidi 11 VIT par avenir 2 week PM. LQI un watt intérieur thermique de Kortirgnelkif, et IRP, inusétant condernici rectae. Les dinicloualais dont éponir d'ici l'orglandantidin, les conloirs ctinevorg m'attendu qui lui était non seulement N1, 11 point virgule, qui le 1 resv trouvelle, on NCI trop comment. Elle aussi ferait en italien et CIG de voir son guide dans la minute. Les infirmiers pâles, sentis comprenant pas un mot de ce qu'elle disait, IALD la rejoint sire, sortant de sa chambre en hésitant, avec l'impression d'avoir reçu un terrible coup de poing dans la poitrine. La première chose qu'elle lui demanda fut le remboursement de son billet de train Hortensi, s'il était venu de l'exatingu de haut endroit et qu'il retourne travailler, Colnin un homme devait le lire son esprit être, INV à Villa que Derilin, qui en arrivait là où quittait. Peu et que WS dire, y aurait été FT14, te fil le long d'été impressé. Dans le 1,11 un décerbe 5 profton C1, 41 ici c'est offert et, l'IVDI ici à 0,05 un SPTI et titane de l'IET, Lili 14 linge, de Hitli 77 TI, Tikit, Fili oui, Ret. Me constatant qu'elle est le dehors de question qu'il sorte définitivement soir même, elle insista pour qu'on lui donne au môme une permission de quelques heures, elle était ameurée et elle avait fait un très long voyage pour le voir. Les médecins de garde firent alors preuve d'une totale incompétence. À aucun moment US ne consulteront son dossier médical avant d'accepter une sortie de 3 heures, dossier dans lequel il y était marque noir sur blanc et de la manière la plus explicite qui soit, ne doit en aucun cas recevoir de visite de sa mort, sous peine de rechute prématurée. Ce fut ainsi qu'un peu plus tard, il sonna à la porte de son appartement, accompagné de Cosima. Quand Nadia alla ouvrir, son sang ne fit qu'un tour. Retenant un cri, elle les fit entrer abasourdis.
La petite sauta dans les bras de son père et resta de marbre devant sa grand-mère. Prépare-lui quelque chose à manger et change les draps. À partir de ce soir, il dort ici, ordonna Cosima, inconsciente de ses paroles et de ses actions. Mais il ne peut pas, il doit retourner à la céalinique. C'était arrangeant, quand il n'était pas là, un point d'exclamation. Heureusement que je suis arrivé à temps pour le sortir de tes griffes. C'est toi qui es folle. Michel supplia sa mère de ne plus rien ajouter à la conversation, parce que le vient restait auprès d'eux, écoutant attentivement. Malgré son cas, il continuait encore et toujours de s'inquiéter pour sa fille. Puis avertit sa mère, non sans que cela soit pour lui un effort incommensurable, qu'il retournerait à la clinique à Pérez et au repas. Bien qu'il fît preuve, en disant cela, d'une audace inimaginable, elle recrasa par ses mots et son comportement, se laissant emporter par un mire historique. Nadia prépara le repas en vitesse, ne sachant plus vers quel sein se vouer pour demander de lui venir en aide. Les disputes ne manqueront pas, certaines plus violentes, d'autres plus subtiles, mais toutes d'une animosité à couper au couteau. Lorsque le repas fut servi, Cosima insista pour que Michel boive du yin, malgré ses protestations. Lui, devenu un pantin sous l'effet du choc psychologique, dont les ficelles étaient tirées par la bêtise et l'ignorance, ne soufflait mot, et il s'exécutait pour ne point envenimer la situation. Il ne peut pas boire d'alcool avec tous les médicaments. Tu sais ce qui est interdit et ce qui ne fait pas. Et elle s'épique pas Nadia, je n'en boirai qu'à le interdit interminable, surtout à partir du moment qui atteint comme cas pleurer sans plus penser. Elle exprimait un malaise profond que, malgré son jeune âge, elle pouvait fort bien ressentir, peut-être mieux que certains adultes. Lorsqu'ils eurent terminé, Nadia et lui échangeront quelques mots en cachette, car il ne pouvait lâcher prise si près du but. Il avait accompli des progrès énormes et il ne devait pas tout laisser tomber à l'eau de Cibran de son retour à Belle Air. Mais Michel avait mis deux conditions, que sa Summerston aille avec le premier train du lendemain et qu'elle veille à ce que la petite ne reste jamais seule en sa compagnie. Elle lui promit de tenter de veiller à la deuxième condition, mais, concernant la première, elle ferait de son mieux. Il est inutile de dire qu'elle échoua totalement. Elle n'osa jamais s'élever contre sa belle-mère et elle ne lui fit part plus de quelques suggestions. Cosima ne désirait pas partir et ses souliers étaient désordre. Le lendemain matin, les meutes de Saint-Sabercure de l'État acquiseront de Eblichel et ne tarderont pas 168, remarquer l'incompétence de leurs collègues de la veille et en train de reparer tant bien que mal les deux gars. Mais les vases brises ne peuvent être que recollus. Convoquera ensuite Nadia, insistant au pli d'elle pour que sa belle-mère s'en aille avant la sortie de son marle. C'était un impératif pour sa santé mentale. Elle leur dit la vérité à ce sujet, considérant qu'elle n'avait aucun poison à la masser et ne voulant pas passer pour la méchante belle fille. Elle leur demanda plutôt s'ils ne pouvaient pas le garder plus longtemps que la date prévue, dans l'espoir qu'elle perde patience et qu'elle s'en aille d'elle-même. Ils furent sincèrement de sol, mais cela ne relevait pas du domaine du possible et savait donc tout le laisser en pâture dans la fosse au lion. Le sort continuait sa course folle et ravageuse, soutenu par les mains de complices qui exécutent talents et volontés.
La marée de la souffrance avec ses flots violents et dévastateurs continuait à s'abattre sur cet homme. Ainsi, à chaque vague, la corrosion de la roche s'accentuait, dans un mouvement perpétuel, permis et rendu possible par les actes des personnes qui servaient la fortune. Il sortit de Bel Air le mercredi, comme prévu, un accent circonflexe, et tous les efforts fournis, tout le pénible travail accompli, tous les espoirs retrouvent s'écrouleront comme un château de cartes. Cosima imposa sa présence plusieurs semaines durant, ne se préoccupant en rien du climat de tension et de mal-être qu'elle réussissait si bien à créer autour crêlé, prétendant toujours plus, elle tirait fort sur une corde fragile, encore trop tendue. Le clin de Michel s'annonçait, malgré le sourire qui y affichait en tout temps et en toutes circonstances. Ce qui le blessait encore plus profondément était le changement de comportement de sa fille. Chiada, qui était une enfant complètement extravertie, avec un débit de parole à la minute impressionnant, d'une gaieté contagieuse, était devenue une enfant renfermée et taciturne, avec une lueur triste dans les yeux qui ne lui connaissait pas. Son enfant avait changé, elle n'était plus la petite fille qu'il connaissait et cela lui brise le cœur. Au départ, il crut que c'était une réaction en rapport avec les événements qui avaient eu lieu lors de son hospitalisation, mais ensuite la terrible vérité lui sauta aux yeux. Après savoir tante Matelois de la faire parler, il y parvint un soir, suite à un accident qui faillit être fatal à la petite. Après, est-ce sa sortie de la clinique, il y était reste, quelques jours encore à la maison, puis y était retourne travailler. La petite supportait déjà très mal les disputes des préférés. Dès qu'elle rentrait de la crèche, restée seule dans sa chambre d'où elle ne sortait plus pour les repas, plutôt qu'avec ce type de compagnie. Mais ce fut pire encore lorsque Cosima exigea de la voir avec elle à la maison car elle s'ennuyait. Elle n'alla plus à la crèche et fut forcée de rester avec sa grand-mère paternelle. Chiada avait toujours retenu de l'amour et, du jour au lendemain, tout s'écroula. Elle était maltraitée, sans cesse grondée, blessée, reprise et reprimandée. Il n'y avait pas un geste de sa part qui n'était pas soumis à une critique à mort, une insulte ou à une punition. Alors elle préféra s'enfermer dans le mutisme, peut-être pour préserver ce qu'elle restait de son jardin secret, sûrement pour se protéger. Le soir où elle se confia à son père avec ses mots d'enfant, elle faillit se défenestrer, non pas qu'elle l'ait fait consciemment, mais ce fut par une malheureuse suite d'événements. Ce jour-là fut aussi pénible et désagréable à vivre que les autres. Aussi, lorsqu'elle entendit le bruit du moteur de la voiture de son père, elle se précipita à la fenêtre. Or, il y avait là un tabouret qui n'aurait pas dû y être et, pour pouvoir appeler son père, elle grimpa dessus et, presque fut emportée par son élan. Michel et Nadia, tout juste descendus de 171 voitures, resteront paralyses. Puis, peut être une fraction de seconde plus hardée, une main, celle de Cosima, rattrapa le pied de la petite qui se balançait dans le vide. Elle fut ramenée avec violence à l'intérieur. Bien sard, elle fut durement grondée et insultée par sa grand-mère. Mais ce choc lui permit de sortir de son mutisme et, ce soir-là, elle se confia enfin à son papa. Elle lui raconta tout ce qu'il se passait pendant son absence, toutes les punitions qu'elle subissait. Toutefois, elle trouva une bonne humeur encore timide qu'Alpérès le temps de sa grand-mère. 3 interminables semaines dans à Michel, depuis ce jour où il s'avère que l'on traitait son enfant, la chair, son sang, comme on l'avait lui-même ne trahit et extériorisa son colère et sa rage périodiquement. Au gré de cette maladie en montagne russe dont il souffrait, qui était ponctuée de courtes périodes d'euphorie intense et de périodes plus longues des mains, de boire et de profond mal-être, il se défoulait sur les meubles, les bibelots ou les tableaux de leur appartement, lorsque réellement il ne parvenait plus à se maîtriser, mais jamais sur des personnes. C'était la première fois de sa vie qu'il donnait des signes de violence, jamais durant 26 ans il ne le fit. Ces moments étaient rares, mais US traduisait une douleur qu'il ne y venait plus à exprimer aillitrement. C'était une maladie angulaire qui le faisait basculer d'une extrême à l'autre, sans ondulation. Il y est mis imprévisible, instantané et imparable. Si parfois les moments de joie intense pouvaient être longs, la plupart du temps US ne l'était pas. Il n'en était pas de même pour les moments de dépression où son âme partait à la dérive dans les profondeurs les plus noires et les plus effrayantes.
Nul ne savait quand ces états pouvaient prendre fin, fun pour céder à l'autre. Un simple choc émotionnel ou physique, une couleur, une odeur, un souvenir ou une parole pouvait le faire basculer dans l'autre extrême, sans crier gare, sans signe avant-coureur, sans aucun avertissement, brusquement partir de là. Il dépendait de tout et de tout le monde, du vent comme des gens. Nadia, couchée sur le canapé en attendant Michel qui endormait la petite, en pleura, malgré les 6 mois qui s'étaient écoulés depuis ce moment. Elle se sentait parfois coupable mais surtout victime. Le souvenir était encore vif et la cicatrice encore douloureuse. Alors, sans plus elle se demandèrent pourquoi elle avait repensé Florida tout cela en ces beaux dimanches soirs d'octobre. Elle se cla à ses émotions 173. Ce fut en larmes que Michel la retrouva, revenant au salon à Pérez qui l'eut endormi Giada, non sans peine. Que se passe-t-il Nadia? S'inquiéta-t-il. Tu as mal quelque part. Non, c'est juste que je repensais aux horribles moments d'il y a 6 mois. Elle décida d'être sincère, car elle voulait être rassurée. Tu veux parler de la clinique? Oui, je ne sais pas pourquoi j'y repense, mais je me sens vraiment angoissée. Nadia, dit-il avec beaucoup de douceur, tu ne dois pas te mettre dans ces états pour une histoire passée. Promets-moi que tout va bien et que tu ne me caches rien. Je crois que c'est ce mensonge que tu as inventé à propos du chalet qui m'a fait peur. Nadia, je t'ai dit la vérité à Pérez, n'est-ce pas? Je ne voulais vraiment pas que tu dises non. Je crois que c'est une bonne chose pour la petite. Ça lui fera un bien fou. Non, oui, mais j'ai quand même peur. Tu dois me faire confiance. Sache une chose, quoi que je fasse, c'est pour votre bien. Ce sera toujours pour votre bien. Jamais je ne voudrais vous voir souffrir. Cela m'est insupportable. Et puis, tu dois me faire une promesse. Si un jour je ne suis plus là, tu dois te trouver un bon moment qui soit aussi un bon père pour Giada. C'est une enfant, elle aura besoin d'un père. Ne dis pas des choses pareilles. Tu dois me le promettre, Nadia. Je vous aime, vous avez été la seule joie de ma vie et, si un jour j'arrive à aller dans ce monde meilleur, je veux être sûre que vous serez heureuse ici, que tu ne manqueras pas d'amant et que Giada ne manquera pas d'une affection paternelle, même si ce n'est pas la mienne. Promets-le-moi. Il y avait un besoin incessant d'être rassuré sur ce point. Il ne supportait pas l'idée d'engendrer la tristesse ou la désolation et, en lui, il savait qu'il ne pourrait partir en paix dès cette condition. Il y avait acquis la certitude que ce monde meilleur, qu'il recherchait depuis des années, ne pouvait se trouver que Pérez la mort. Surtout, lui ne voulait faire vivre personne dans la tristesse, or la conscience de ces états-là me le faisait imaginer qu'il engendrait peine et désolation. Ce n'était bien dire pas vrai mais, cela demeurait insupportable pour lui, imaginant pas qu'il apportait bien autre chose que cela, ne voyant pas tout le bien et amour qui Yengeldreo diffusait. Si dur avec lui-même oui, et accord, répondit sa femme, mais ne panne pas comme ça ne faut pas dire ça on se la consola encore, discutant de choses et d'autres, puis se regardant le film du dimanche en lasrona l'autre ce moment était bon. Nadia alla se coucher et Michel, après avoir fumé une dernière cigarette, retourna dans la chambre de sa fille pour la regarder dormir quelques instants. Apaisé et heureux, il alla à son tour se coucher pour dormir d'un sommeil agite, entre courbes d'éveil et ponctueux de cauchemars. Comme Toji au ciel sisi à l'oppo à Winixi Michel arriva sur le chantier TOUS avait du pain sur la planche, car les de Ledon n'avaient pas été respectueux et devaient terminer la construction pour la mi-novembre et presque rien n'était en table, ce qui d'ores et déjà faisait stresser les contremaîtres et mettre la pression sur les ouvriers qui doublaient d'efforts. Michel s'aperçut que la grue avait été montée sans qu'il ait pu s'entretenir sur l'état du terrain avec le géomètre. Mais il y avait confiance en son contremaître et ne s'en préoccupa pas, trop. Néanmoins, le vendredi, il y avait entendu une conversation entre le géomètre et l'un de ses collègues. Il disait que, d'après le sondage de terrain, la construction n'aurait pas été à condition de la faire sur des fondations à piliers. En revanche, concernant la grue, un n'aurait pas pu la soutenir et il aurait fallu construire une fondation spéciale à cet effet, pour qu'elle ne s'écroule pas dans un glissement de terrain. Ne voyant pas la dite fondation, il se dirigea droit vers le contremaître pour se renseigner, et prendre connaissance du planning de la journée. Vous étiez pressant lorsqu'il en monte la grue, monsieur? Bien sûr Michel.
Ne vous inquiétez pas, le géomètre tout vérifie Rodel à ce week-end avec l'équipe de montage. Vous avez des longues semaines. Vous êtes courageux, dit-il pleinement rassuré, lui faisant confiance. US prirent ensemble un café rapide avant d'entamer leur journée. Les ouvriers arrivaient un à un et le chantier se remplit en l'espace de peu de temps, grouillant de monde qui s'occupait de part en part. Michel commença à escalader sa grue, elle lui appartenait en quelque sorte, puisque personne d'autre que lui n'était habilité à la manier. Il en éprouvait une certaine fierté, beaucoup de satisfaction et un grand sens de responsabilité. Les ouvriers devenaient de petits bonshommes, depuis son cabine de commande, qui bougeait dans tous les sens avec une dynamique coordonnée. Arrivant en haut, il la mit en marche. Quelque chose ne semblait pas tourner rond et s'en appelait que immédiatement, lui si habitué à elle. Les commandes répondaient bas et suffisamment lentement pour que cela n'inquiète les contrôla une à une, mais en indiquait un quelconque dysfonctionnement. C'était pour le moment étrange, il n'insista pas, il était certain que quelque chose clochait et il alluma sa radio afin de prévenir le contremaître. Alors que celui-ci répondait, la grue commença à bouger avec un léger penché express vite devint incontrôlable. La situation était claire maintenant, le terrain s'affaissait et la grue, vacillante, allait s'écrouler d'une seconde à l'autre. Il cria à son chef de faire évacuer le chantier immédiatement et, sorti de sa cabine, il hurla de toutes ses forces, partez, courez, la grue s'écroule. On lui ordonna par radio de descendre. Mais il ne pouvait pas laisser tous ces hommes se faire écraser sous l'engin. Il décida de tenir bon tant qu'il le pouvait, et de tenter de se sauver en dernier, après savoir sauf ses collègues. Les premiers qui entendirent le bruit de la ferraille et les hurlements de Michel et du chef prirent leurs jambes à leur cou et se mirent à l'abri. Les autres demeuraient statiques, surpris, ne voyant pas le danger venir, et d'autres encore sortaient péniblement des trous creux dans le terrain dans lesquels US se trouvait. Michel savait qu'il n'allait pas pouvoir la retenir longtemps et qu'il risquerait là sa propre vie, mais il ne voulait pas avoir sur la conscience la mort d'autres hommes. Plus jamais il n'aurait pu se regarder dans un miroir. Alors il tenta le tout pour le tout, et Justy, 1,1 une mano désivra tant qu'il put pour qu'elle ne s'écroule pas avant que tout le monde soit au couvert. La grue était sa responsabilité, les hommes qui se trouvaient en dessous également. Un instant plus tard, peut-être une poignée de secondes, alors qu'il n'y avait plus personne en danger, il se décida à sortir de la cabine et tenta de vite descendre avant l'effondrement. Mais la grue tomba de toute sa lourdeur et de toute sa longueur, sans qu'il ait eu le temps de descendre ses 10 derniers mètres. 10 mètres, c'est un peu plus de 3 étages. Après que le bruit eut cessé et que la fumée de poussière se fut dissipée, il y eut un grand silence sur le chantier. Personne n'osa souffler mot et personne n'osa aller vers son corps. Le temps semblait s'être arrêté. Le contremaître fit le premier pas, titubant. En s'approchant du corps, il le vit bouger doucement, puis se tourner. Michel ouvrit les yeux, complètement sonne, et le contremaître hurla avec toute la joie et la reconnaissance qu'il avait en lui. Il est vivant, ce furent des cris de soulagement et de bonheur qui retentirent de l'endroit où c'était. Une minute plus tôt, une catastrophe avait été évitée égratignure, dont deux un peu plus profondes. Il tira à des points de suture et à de nombreuses radios. Les médecins, bien qu'incrédules et stupéfaits, furent optimistes et rassurants. Aucune fracture, explosion ou hémorragie interne. Tout allait miraculeusement bien. Il y fut accueilli en héros à son retour au travail quelques heures plus tard. En fin de compte, il y aurait pu sauver sa peau au lieu de s'occuper de celle des autres. Mais il y avait fait preuve de courage et de sang-froid. C'était bien là son tempérament. L'Italien les avait tous sauvés et éprouvait une profonde reconnaissance, lui faisant une halle d'honneur, le félicitant et le remerciant de toute sœur. Des larmes d'émotion coulèrent sur son beau visage, il s'en cacha. Puis il y eut une convocation générale pour la redistribution du travail et tous les plans, ainsi que la cartographique, furent revises. On remarqua qu'ils avaient été mal et qu'une grave erreur de négligence avait été commise. Une erreur qui aurait pu être criminelle. Pour une question de timing et de budget, il avait été décidé de ne pas construire cette plateforme spéciale visant à soutenir la grue, mettant ainsi en danger la vie de toutes les personnes présentes sur le chantier, et rendant passibles de crimes par négligence les incompétents. Certains, dont le géomètre qui s'en sortit finalement à bon compte, furent juste licenciés sur le champ. D'autres simplement avertis et seraient surveillés dans le futur.
Dédico placé tombait, ce qui n'est qu'une expression, car les plus haut placés ne tombent jamais. Cela engendrait des discussions très animées au sein des ouvriers qui se prenaient maintenant pour les restructurateurs de l'entreprise et la defaisaient et la refaisaient maintes fois. Un état bon enfant et mineur, à une certaine consternation et animosité, qu'il quasi impossible de ne pas éprouver lorsqu'on s'apercevait que notre vie tenait à un fil. À cause d'une douche incompétence humaine, quand à Michel, qui convoque chez Monsieur Spilani en personne qui tenait à le féliciter et à le remercier pour son geste de bravoure et de courage. Il eut droit à un beau discours surfait, de mise, et il lui propose de prendre quelques jours de repos, qu'il refusa poliment. Son travail lui tenait vraiment à cœur, s'y retenait chez solitude en se déoccupant. Les âmes sensibles sont les plus fragiles. Personne ne osait de la faire camoufler dans le Piti secoua rapidement, puis il n'était pas un seul homme qui se plaignait de ne rien faire. Il recueillit d'innombrables sourires et des clins d'œil tout au long de la journée. Il en fut profondément ému, lui qui ne voyait pas la beauté de son geste, considérant plus haut comme un acte normal et naturel. Certainement, aurait fait preuve. Les premiers touristes, sur un pied assis, commencent à pointer le haut de l'horizon, une terrasse midi, pour ensuite fuser le soir. Et, le soir venu, plus de 20 hommes rencontrant à leur famille, avec une forte injonction de titans, leur incroyable aventure du matin, s'avantant à Rome, nous regardons une certaine modestie. Mais tout raconteront la bravoure et le courage de cet Italien grutier, sans qui US ne serait probablement. Il raconta également à sa femme cette catastrophe évitée, et sans se vanter. Il n'avait fait que son devoir d'homme. Cela n'avait rien de méritoire à ses yeux, lui était une personne d'une grande humilité. Bien qu'elle ressentît là une certaine fière, Nadia ne put se retenir de le traiter clin d'onci, parole dictée par la peur de perdre son nom pour éviter le pire à d'autres familles. Tu te rends compte que tu aurais pu mourir, tu es inconscient. Mais eux aussi, Nadia US étaient tous la grue US aurait été crasse. Je n'aurais jamais pu vivre avec une telle horreur sur la conscience. Toute ma vie, j'aurais aidante par leur visage. Oui, mais tu aurais dû y descendre tout de suite et leur dire de s'y aller. Tu ne te rends pas compte de la vitesse laquelle elle est tombée. Grâce à mes lanceurs, elle avait y tenir debout peut-être une minute et demie. Alors, tu imagines ça. Elle le félicita au bout du compte. Puis, lorsque la petite vint lui demander pourquoi son père avait autant de pansements, elle lui raconta que son papa avait sauvé plein de monde. Il lui raconta même des faits qui ne faisaient partie que de son imagination. Les hommes n'étaient plus vains mais car voilà bien l'esprit et le goût. Le drame se prononce chez certains latins. Michel, qui discrètement écoutait depuis la salle de bain, en fut fortement amusé vociféra, j'ai tout entendu. Ce qui ne laissa pas Nadia indifférente. Réalisant l'héroïsme de son âme, elle se précipita pour y embrasser la petite, emportée par l'élan de sa mort. Se précipita également pour fêter un événement qu'elle ne comprenait pas encore très bien, mais qu'elle savait important. Dans sa fougue, elle faillit tomber dans la baignoire avec Michel qui prenait un bain chaud plus que mérite. Cela les fit beaucoup rire et US s'éclabousseront jusqu'à plus le voir. Nadia partit pour ne pas assister au massacre. En tant que femme, considérait pas ce genre de judo comme des amusements. Sur plus de travail de net, voyage dont elle se serait bien passée. Les deux enfants ne remarqueront pas son absence, que pas asperger d'eau et de mousse les carreaux, le sol, les linges, et eux tout ce qui pouvait l'être, c'est vous qui allez nettoyer à Bérès, protesta Nadia depuis la cuisine. Cela les calma légèrement, tout en les faisant partir dans une crise de petits rires mal camouflés. Ils avaient toujours eu une complicité merveilleuse, mais ce moment était particulièrement empreint d'une entente réciproque, celle qui fait que deux êtres peuvent ne devenir qu'un seul. Michel se sentait comble, il y était aux anges et planait largement au-dessus de tout le monde sur son nuage. Le téléphone sonna, mais la petite Giada était trop occupée pour répondre. C'était Eliane qui confirmait que le départ au chalet aurait bien lieu le lendemain, à midi. Elle y laisserait avec Patrick chercher la petite à l'accrocher et elle irait saluer Nadia avant leur départ. Cela plongea immédiatement la petite dans un quai d'euphorie et d'excitation incontenable. Nadia se dépêcha de ranger les affaires de Giada, qu'elle avait préparées la veille,
dans son petite valise verte, en espérant de rien oublier, contrôlant tout à plusieurs reprises, sans cesse déconcentrée par la petite qui, si elle l'avait pu, aurait Aline emmené sa chambre en cire ainsi que quelques autres petits objets éparpillés dans la maison. Il titrant dans une atmosphère que l'on pouvait qualifier de magique. Un petit quelque chose planant dans l'air permettait à ce moment d'être ce qu'il était, un quelque chose d'innommable, qui dépassait tout entendement rationnel était réuni et une grande émotion envahit Michel qui ne put retenir une larme de joie et de reconnaissance envers sa petite famille. Il regardait sa fille comme s'il la découvrait pour la première fois, ou la dernière. Ce petit être qu'il y adorait et qui méritait certainement plus que ce qu'il pouvait lui offrir, pensait-il. Il se trompait étonnamment. Chiada était une enfant comblée, épaulée d'un père merveilleux devant qui elle était en admiration. Parfois, pourtant, il ne se sentait pas à la hauteur et elle en voulait. Elle avait fait naître en lui des sentiments et des émotions que jamais il n'avait connus auparavant. Pour cela et pour mille autres choses il la remerciait à jamais. Il vivait au travers d'elle et elle vivait grâce à lui. Ce fut encore lui qui l'aborda, non sans avoir passé un interrogatoire sur la journée du lendemain, auquel il se prêta avec amusement. Elle savait le mettre de bonne humeur en toutes ses circonstances et, généreusement, il le lui rendait. Revenant à la cuisine, il prit sa femme sur ses genoux et discutant de banalités, comme un jeune couple aux premières lueurs d'un amour qui s'annonçait merveilleux. Il l'interrogea sur sa journée, qui avait été fatigante et même indigeste, ce qui arrivait fort rarement. Nadia était heureuse, d'autant que tout le monde l'était autour d'elle. De ce côté-là, elle n'avait pas échappé au conditionnement latin et villageois qui voulait que l'on vive sa vie, surtout en tant que femme, par procuration, uniquement au travers des autres, de leurs regards, de leur point de vue, de leurs idées égards aux candidats. C'était son éducation. Et elle ne parvenait jamais à entreprendre quoi que plus ce soit sans imaginer ce qu'on allait en penser, dire ou, Joff, jamais elle n'aurait fait un choix personnel. Elle souvent, dans un souci de plaire ou de satisfaire autrui, elle s'oubliait, ou alors quelqu'un d'autre baissait, plus ou moins durement, de la décision qu'elle avait prise. Mais elle ne s'y apercevait pas, d'ailleurs elle n'en souffrait nullement. Elle décida d'aller se coucher car, s'excusant auprès de Michel qui la soutint pleinement. Le lendemain, elle devait se lever plus tôt que d'habitude et il était déjà tard. Il l'embrassa et lui souhaita une bonne nuit avec de beaux rêves. Il lui promit de la rejoindre dès qu'il aurait fumé une dernière cigarette et y demeura dans la cuisine avec, pour seule compagnie, la cigarette qu'il venait d'allumer. Il n'était pas uniquement physiquement seul, il y était également moralement seul. Cette solitude qui ne l'avait plus quitté depuis que son père avait tenté de mettre fin à sa vie, il la ressentait encore aujourd'hui, plus que jamais, et elle pouvait apparaître n'importe quand, même s'il était entouré par la foule. Il y était pensif, soucieux et grave, la nuit était tombée et elle n'allait pas le laisser tranquille. Il n'avait pourtant aucune envie de remuer le passé, ce passé qu'il avait tant vécu, dans lequel il y avait toujours eu un air relais de bouc émissaire ce pauvre animal innocent, choisi arbitrairement parmi les troupeaux des villages, sur lequel on reportait toutes les mauvaises actions commises et tout le mal qui avait pu être fait par les humains, et que l'on chassait ensuite hors du village coups de pierre et de bâton. Sous une pluie intolérable d'insultes et de méchancetés, comptant ainsi qu'il expie les pêches des villageois et qu'il en subisse tous les CH mimant leur bien qu'il ne FTDLL coupable ou responsable de non, on le sacrifiait, afin que tout le monde s'y purifie. Alors que Michel avait toujours s'œuvre pour le bonheur d'autrui, son propre bonheur n'avait jamais vu le jour. Il y avait immanquablement et systématiquement eu quelqu'un pour empêcher que cela se fasse. Et puis ces deux illusions, lui ne demandait plus rien, lui n'en avait plus la force. Chaque jour était un combat et chaque soir devenait une victoire. Mais toute médaille a son revers, il en était là et il faisait le point sur sa vie. Un bilan désastreux à ses yeux. Il n'accusait personne et ne s'en voulait que lui-même, certain de ne pas avoir su apprécier sa juste valeur le peu que l'on avait charitablement voulu lui offrir. Charitable et généreux, pouvait dire sans l'ombre d'un doute que lui l'était et c'était même là un diminutif. Généreux surtout de sœur, il était toujours là pour quiconque, à tout moment. Avec impartialité douceur il tentait du mieux d'aider son prochain, le relevant s'il tombait, le félicitant s'il parvenait à ne pas trébucher. Mais ce passé qu'il traînait avec lui le hantait et un immense sentiment de culpabilité s'était emparé de lui.
si longtemps déjà. Ce désastreux bilan de sa vie pesait de tout son terrible poids sur ses épaules déjà trop fragilisées d'où il imita les peptirs, les a 6 secondes. Il inophilie un tir tictiliquement mis à 1.01. 1. Il n'est pas franchement tirge, équité déitin, HRF, Wiri, sa grand et bon. Drum, faute du pur hymne qui ne l'aimait pas, mais pire encore, qui profitait de lui, jalousait, qui, de quoi, elle seule le savait. Flea lui avait pris tout ce qu'elles avaient pu prendre, tel des sensus sans scrupulons, dont était aucunement conscient, parvenant toujours à mettre le doigt sur ses erreurs, ses fautes, ses 5 mauvais côtes. Elle ne l'est jamais sur ceux de son entourage. Il y considérait, à cet instant, qu'il avait reçu tout toché, terriblement dur avec lui-même. Il se tenait en juge et rendait une sentence inacceptable, coupable mais coupable de quoi? D'avoir trop donné, sans jamais rien oser cernander, d'avoir su pardonner, sans jamais avoir reçu d'excuse ou explication, ou simplement coupable d'être un non-AME sensible vivant dans un environnement hostile, mesquin hypocrite, son futur n'est pas envisageable. Lui était personnier, auprès lui omniprésent, achat avait être un c'est sa fat, un rare moment de bonheur sa don du ciel, et quelques-uns des refs qu'il avait pu réaliser. Mais il ne se rendait plus compte que le seul geôlier de cette prison était lui-même et qu'il en avait égard les clés, il y avait si longtemps de cela. Seul, si terriblement seul, face à ces deux monts craignait affreusement. C'était comme si ses craintes les nourrissaient, plus il en avait peur, plus elle prenait de l'ampleur et de la puissance. Un cercle vicieux qu'il ne parvenait pas à rompre et qui s'obstinait dans sa course imperturbable. Un désespoir sans fin, une prison construite spécialement pour lui, dont il connaissait bien les frontières qu'il ne parvenait pas à franchir. Il n'en avait plus ni la force, ni le courage. Voilà comment, depuis l'autre COD du miroir, il y voyait sa vie. De sa maladie, lui n'en était jamais sorti. De cela, il en quali conscient. Sa souffrance était exprimée les mots, ceux que nous avons inventés, ne pourront jamais être assez forts, puissants et précis pour décrire ce type de souffrance. Nos mots sont banalisés, mal emplois, souvent dépourvus de leur véritable sens, US perdent leur valeur dès le moment où US sont prononcés. Les mots sont toujours victimes de nos interprétations personnelles et n'auront donc que le sens que nous voudrons bien leur donner. Les mots avaient énormément de valeur, surtout ceux dont il ne lui avait jamais dit. Ceux qui parlaient d'affection, d'amour et de bonté. Ce qui depuis sa plus petite enfance lui avait admis. Doublesse, sali et maudit, il y avait toujours DFL faire face seul à toutes les injustices répugnantes dont il avait été l'objet et à toutes les méchancetés gratuites. Mais Dieu sait si le mal est facile à atteindre et, en la matière, il y a des rois, des experts. Ce fardeau, il le portait précisément dans son cœur. Un fardeau trop lourd pour lui, dont il ne parvenait pas à se débarrasser et qui l'empêchait de se mouvoir et de vivre. Il devait pourtant y avoir quelque part une porte, une issue, quelque chose qui lui indiquerait où se trouvait la clé pour ouvrir enfin la prison dans laquelle il était enfermé. Mais précisément cette même prison l'empêchait de voir ce quelque chose de simple qu'il en sortirait, aveuglé par sa terrible souffrance. Ne vivant que par elle, puis traverse qu'avec elle, il ne parvenait plus que par la beauté du il s'y était égaré. Qui se serait qu'il était enfant, il y était 195 à l'un. Jouera à la plage et avait-il pris une poignée de sable dans son poing, on avait contemple les grains glissés un par un de sa petite main qui ne pouvait pas tous les retenir. Voilà à quoi ressemblait sa vie, précisément à cette poignée de sable qui s'en allait petit à petit, tout doucement. Mais il n'en éprouvait aucune amertume et pas de rancœur non plus, seulement un profond sentiment de manquer de néant. Cette vie lui laissait un goût dans la bouche d'un bain auquel il avait à peine pu goûter, avant qu'il ne lui soit interdit à jamais. Comme car, on s'essaya, du temps où il nourrissait encore des espoirs pour son futur, de se construire des ailes afin de s'envoler vers de merveilleux horizons. Mais, pour Icare qui s'approcha trop près du soleil, ce dernier lui brala les ailes, et pour lui qui s'approchait trop près de l'aboutissement de ses rêves, son entourage se chargeait de l'atterrissage forcé de êtres, plus qu'un atterrissage, un terrible effondrement. Dans les conflits intérieurs, nous sommes véritablement confrontés à nous-mêmes, c'est faut bien comprendre, c'est qu'il ne peut y avoir aucune victoire dans ces conflits, si nous sommes le vainqueur, nous sommes également le vaincu. La seule chose qui peut se produire,
C'est une de fait abominable et l'injuste. E4, 44, at, 1,401101D, 11.0.4 point d'exclamation LPTR, 11 RT, 4.1,is, 4.4 Ni nous infligeons ainsi volontairement, consciemment ou pas, des souffrances dont nos pollutions aisément nous passer, et cela dans un but obscur qui ne mène qu'à une chose, une souffrance majeure et un chaos encore plus grand, dans 1111 esprits qui est déjà mal mené sens dessus dessous. Alors, dans de telles conditions, nous est-il possible de trouver des solutions, nous est-il possible de nous sortir d'un labyrinthe tortueux et macabre dans lequel nous nous trouvons confinés? Ayant perdu ce fil d'Ariane, sans aide aucune, Michel ne s'en sortirait pas, il le savait. Il y avait atteint à 26 ans un seuil de souffrance qu'il ne pouvait plus supporter. Maintes fois il y avait essayé de se soustraire, en cherchant la mort, seul susceptible de lui concéder un peu de repos, seul susceptible de l'emmener dans ce monde meilleur, qu'il recherchait désespérément et sans relâche. Souvent, il y avait même pensé emmener sa fille avec lui, dans cet autre monde, mais donner la mort à son propre enfant était quelque chose d'inhumain, dont il n'était pas capable. Il voulait qu'elle ait sa chance. Il voulait lui laisser une DOS sibyllite de bonheur. Mais même la mort n'avait jamais voulu de lui, pas pour l'heure. Un trou béant se lit alors dans son dune, qu'il ressentait aussi physiquement, un trou par lequel s'envolaient ses espoirs, ses rêves, ainsi que ses dernières forces. Il ne savait plus où chercher, où trouver, il ne savait plus rien et il n'était plus rien. Quel genre de dehors aurait-il être pour sa fille, qui méritait tellement plus que ce qu'il pouvait lui offrir? Quels exemples pouvait-il donner, sinon celui de la déchéance? Telles étaient ses effroyables certitudes, ces questionnements si injustes et erronés. Il entamait sa descente aux enfers, et ne trouvait plus la force ni d'agir ni de réagir. La mort n'était donc pas une alternative, elle se tenait devant lui en tant qu'absolue solution. Que représente la recherche de la mort? Un défi, une lâche tombe issue d'une insurmontable détresse, d'une énorme douleur, peut-on toujours faire face à tout cela, à un point aussi dévastateur, que peuvent réclamer le corps, le cœur et femme, sinon la paix et la délivrance? Et par quels moyens peut-on obtenir cette paix et cette délivrance? Dans l'effroyable mal-être d'un esprit trop éprouve, sans aide et sans armes, sinon par la grande dame noire, des tourments et des souffrances des autres nous pouvons en être les témoins ou les auditeurs. Parfois nous les comprenons, d'autres fois pas. Pourtant, jamais il ne faudrait s'emparer des tourments d'autrui pour les transposer dans notre 198 propres vécus, car les existences de chacun sont si différentes. Jamais il ne faudrait les comparer aux nôtres, car là commence le jugement. Les cercles filaient lentement et le tic-tac du temps qui passe martelait son cerveau et retentissait dans son cœur meurtri. De toutes ses larmes il pleura, elle était en miettes. Le sable, il le sentait bien, c'était écoute de sa main, oui il n'en restait que quelques grains. Mais valait-il la peine de les retenir et de les chérir, pour se les faire toujours truire? La décision devait être la sienne et il tardait à la prendre. Peut être une minuscule lueur d'espoir, une petite lumière qui apparaissait encore timide, quelque part, non, rien. Il n'y avait rien, plus rien, tout était fini. C'était le néant infini. Il demeura quelques instants sans penser, sans réfléchir, regardant fixement le blanc du mur devant lui. Un vide absolu était ennuyé autour de lui, un vide qui ne parlait pas, qui ne réconfortait pas, mais un vide tellement pressant qu'il devenait plein le réconfort. Voilà un beau mot qui devrait se matérialiser plus souvent. De qui pouvait-il écœurer ce réconfort? On n'y avait donc vraiment personne pour lui, même plus lui-même. Isolant une détresse inconcevable, il lui resta encore des larmes pour pleurer, chacune emportant dans sa chute ou scellant un rêve de Troie, un sentiment, une émotion, un coup du sort, une déception, un manque d'amour et de compréhension. Ces larmes coulaient sereines sur ce superbe visage jeune qui un jour ne serait plus, peut-être sans jamais avoir connu le bonheur et la vie. Seul, face à son duel intérieur, tiraille, martyrise, il décida de ne plus bouger. Il y fallait maintenant qu'il reste tranquille, statique, immobile comme une statue, s'il ne voulait pas que son angoisse le retrouve. Il y fut sage et ne bougea pas un cil, fixant encore ce mur blanc, de qui il attendait peut-être une réponse, qui ne venait pas. Lorsque la ME se perd, il est difficile de la retrouver,
sans une main charitable pour nous guider. Un chemin qui peut être magnifique, peut se transformer en un sentier tortueux, plein de ronces, d'orties, de cactus et d'épines, de piges et de bêtes féroces qui à chaque instant menacent de nous dévorer. Et lorsque j'y pensais y ajoute son obsession, c'est un parcours sans fin, sans issue. La pensée, au-delà d'être imaginative, peut-il être me disant et vindicative. Elle n'aime pas qu'on la me tétée dans la sécurité. Alors, si elle ne peut garder ses remparts, ses garde-fous, ses repères ou un climat imaginativement sécurisant, elle peut devenir la pire ennemie de celui qui la closit. Prisonnière malgré elle, n'acceptant pas cette le fait et sa captivité, elle fera preuve d'une vengeance à l'image de sa colère et torturera sans relâche femme sans défense qui deviendra sa proie. Un processus vicieux et malsain, qui n'incompte qui compte sans l'aperçoit d'arrêter. Un malaise profond et indracinable s'était créé en lui. Son futur allait être à l'image de son passé, il en était désormais convaincu. Alors comment pourrait-il faire face à une chose qui le détruisait, qui le rongeait de l'intérieur telle une bête tentaculaire immonde, dont il connaissait si bien les tenants et les aboutissants? Pourtant, jusqu'à un certain jour, il y avait peut-être quelqu'un et, depuis ce jour, il y était devenu quelqu'un d'autre. Tout son univers avait battu lorsque le monde avait pour lui change, lors de la découverte de son père qui se mourait, si choc émotionnel qu'il ressentit et de tout ce qui s'en était suivi. On ne pouvait pour l'en pas dire plus depuis ce jour il y avait perdu sa lucidité, il ne m'égare son âme. Pouvait encore même dire que la raison lui manquait ou que son corps avait changé. Néanmoins, quelque chose s'était produit ce jour-là, ce quelque chose qui allait faire de sa vie une tragédie. En réalité, rien n'avait changé, pourtant, tout était différent. Lui était différent ainsi que sa vision et les définitions du monde également. Puisque sa raison, son esprit, son âme et son corps répondaient encore tous pressants à l'appel, alors, lui devait y avoir un autre élément qui avait être défini. Cet élément fait toute la différence et pourtant il est presque infime. J'ai l'idéalement est celui qui permet d'amarrer le monde, de le comprendre, de le définir, de le décrire et de le nommer. Cet élément s'appelle perception. Sa perception lui avait fait faire un bond incroyable et terrifiant dans un immense inconnu, un monde clandestin unifiant parfaitement notre monde, mais un inconnu qui demeurait incompréhensible et indescriptible, parce qu'il devait être entièrement redéfini. Sa perception étant depuis ce jour différente, et n'ayant jamais pu retrouver à place qu'elle avait eue auparavant et qu'il connaissait, avait fait que le monde était différent et que lui était différent. Ce jour-là, tout avait changé sans se rarefier et les voitures passaient à une cadence même soutenue nuit au pit avancé et le silence se faisait de plus en plus. Michel n'en vint jamais à se demander si quelqu'un d'autre que lui-même pouvait avoir une part de responsabilité dans sa souffrance. Trop indulgent pour mettre en doute la bonté de ses semblables, il en assumait toutes les conséquences. Il y était persuadé qu'il n'était pas digne de vivre dans cette grande communauté qu'était le monde, et il demeurait prisonnier de cette croyance injuste. Sa captivité était insupportable, sa douleur devenait physique et l'empêchait de respirer. Le regard vitreux, il regarda ses mains, ses yeux trouvant là un peu de repos. Il se souvint de la première fois qu'un lui fut permis de tenir son enfant dans les bras. L'amour que l'on peut éprouver pour un enfant est un amour qui dépasse toutes les explications du monde. Cet amour, d'une pureté exceptionnelle et unique, a quelque chose de magnifiquement fort et puissant, mais au moment où l'on le ressent, naît avec lui une forme de peur. Cette peur est celle du devenir de l'être que l'on aime, elle est humaine et Michel l'a ressentie particulièrement fort. Plus son amour grandissait, plus il avait peur qu'un malheur n'arrive à son enfant. Il lui souhaitait tout le bonheur, l'immonde et jamais il n'aurait pu dire, première idée, elle ne puisse souffrir. Lorsque son enfant souffrait, il souffrait également, peut être même à un degré plus aigu. Mais quand elle naquit et qu'il l'avait imaginé grandir auprès de lui, il s'était vraiment senti submergé de joie. Il s'était senti agent, et si heureux. Le souvenir de ces moments de bonheur intense l'émut au plus profond de lui. Quelque chose semblait se dégager de tout cela, un sentiment, ou peut-être une réponse comment qu'est-elle prendre forme. Il y repensa à la décision qu'il avait prise l'avant-veille, devant la Vierge. Il y fut apaise, se sentit comme libre d'un chargement trop pesant,
Elle était la bonne solution. Il n'avait plus aucun doute. Un bruit tenu le tira hors de ses pensées et le ramena brusquement à la réalité. Chiada venait d'éternuer. Un sourire aux lèvres mais le jurement inquiet. Il alla dans sa chambre sur la pointe des pieds, en titubant pour tenir en équilibre, comme s'il eût été en état d'ivresse. La petite bougeait teunement, qu'elle ne restait jamais couverte toute la nuit. Elle faisait de gros cauchemars aussi, c'est qui la quittait beaucoup. On se ramena drap et couverture jusqu'y, ses épaules, s'asseyant doucement à timide de son lit, il l'embrassa tendrement s'il le front. Il code pour elle de Tolis Panzo et lui chuchota à l'oreille les mille bonheurs qu'il lui souhaitait et fit mille autres feux, de tout son cœur. Sorti de la chambre, aussi silencieusement qu'il y avait pénétré, il alla se coucher confiant. Maintenant il le savait avec certitude, la vie allait lui offrir ce qu'elle lui avait toujours refusé. Cette fois, il irait jusqu'au bout de son refus. Il y était déjà tard, 2 heures avaient sonné, il irait travailler dans quelques heures ce matin-là, et il faisait beau, froid mais beau. Un merveilleux soleil brillait dans un ciel en cirement de gage et ses rayons cidre chauffaient plus le cœur que le corps. Il y avait amené Nadia à son travail et la petite à la crèche mais, juste avant, il était allé chercher avec elle des croissants et des friandises pour la route qu'elle allait faire. Il prit un moment pour rester avec elle et s'allant dans le petit parc qui se trouvait en face de la manne. Là, elle mangea ses croissants, heureuse comme si on lui avait offert le plus beau cadeau du monde. Les choses simples sont toujours les meilleures. Il contempla sa beauté sainte et s'amusant sur les quelques jeux qui se trouvaient à disposition. Ensuite il l'amena à la crèche avant d'aller traverser. Évidemment, il ne le fit pas sans lui dire toutes ces grandes petites choses ressentait pour elle, et y ajouta qu'elle allait lui manquer lors de son voyage. Tellement lui manquait. Il y eut triste, désespoirement triste pour le, rire, haché petit autre, on savait d'épouvantable creux ses yeux, habituellement hyposés grades, il riait là si petit but non seulement courte. Qu'elle fut également recoupe des atroces cauchemars dont il avait tant l'habitude que l'on était anxieux, notamment pour le départ de sa fille, et extrêmement concentre. Lorsqu'il arriva sur le chantier, il prit un café sans parvenir à rester assis. Il y faisait les 100 pas et écoutait d'une oreille distraite les conversations et les remerciements encore nombreux de ses collègues. S'il était déjà apprécié et estime avant, l'était encore davantage depuis le revenement et le sauvetage de la veille. Puis le contremaître l'interpella, alors l'italien, tu ne serais pas en train de nous snober, maintenant? Non, pas du tout. C'est seulement que une fille doit aller à la montagne et ça me rend nerveux, c'est tout. Je suis inquiet. Alors viens t'asseoir avec nous. On se prit place à cure-table et t'es prendre part à leur convertition il glisse et accident dit veille. Ou elles xaluirent contre un. Réa, leur femme vut dès le tirer autant et finirent tous par plaisanter si polyflaide toi que les plaisanteries n'y tient pas exclusivement à 1111, qui nous de caractère sexuel. Cela les changeait du quotidien. Michel, absent et absorbe, alternait les sourires mécaniques et les enchaînements de tête. Selon le besoin, leur sonna et US se mirent à la tâche. Le travail de déblayage et de nettoyage du chantier n'était pas encore terminé depuis la veille. Tout le monde calit maintenant sur le fil du rasoir US se surveillaient les uns les autres. Mesure de sécurité oblige. Et il ne cessait de contrôler sa montre, imaginant que le temps avait ralenti sa course, souhaitant vivement que l'heure du déjeuner arrive enfin. Cette matinée ne fut ni longue, ni courte, elle fut interminable, mais lorsqu'elle passa, il s'y aperçut qu'elle avait une rapidité surprenante. Il prit de la monnaie et courut à la cabine la plus proche pour appeler Nadia. C'était pour lui une urgence et il n'y hésita pas une seconde. Il y fut rapide comme l'éclair et arriva à la cabine en même de temps qu'il ne fallait pour le dire. Évidemment, elle était occupée. Il y attendit en ressentant une anxiété et une nervosité incontrôlable. Il put enfin téléphoner et ce fut une des religieuses qui répondit. Elle voulut savoir ce qui l'amenait à appeler, surtout à l'heure du déjeuner, disait-elle, c'est qui n'était qu'un prétexte car les religieuses verrent autant que chaque nous à connaître les motifs des appels. Il lui donna brièvement des explications, souhaitant parler au plus vite avec sa femme. Elle le sentit nerveux et tendu. N'ayant pas l'habitude de ce genre de comportement de sa part, elle s'exécuta. Quelques minutes plus tard, Nadia était à l'autre bout du fil. Elle était déjà au courant que Michel était nerveux,
Puisque les premiers cornemuresh parlaient d'un événement grave qui s'était produit. On peut imaginer son inquiétude au moment où elle rebondit, la voix tremblante, le soufflait le temps. Michel, entendant sa femme dans cette cale de panique, crut à son tour qu'il s'était produit quelque chose de grave à propos de Giada et le quiproquo s'instaura immédiatement. Sans même lui laisser le temps de répondre aux premières questions, il l'ensevelissait sous une avalanche d'autres questions, pour enfin l'assommer de répondre. Mais je ne sais pas, moi, ce qui se passe. C'est toi qui m'as appelé, s'énerva-t-elle. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la petite qui a eu un problème de empris, dis-le-moi, Nadia. Mais je lui assure que non. Écoute, Michel, tout va bien. Il y en est passé y apprendre alors elle était venue ni dit Bill, Lee, Patrick et US sont partis 5 minutes plus tard. Chiacla était contente, était-elle heureuse et commune. Elle n'arrêtait pas de courir dans tous les sens, de parler, à cause des pots, US on homme failli oublier sa valise. Mais US m'ont prise, n'est-ce pas US ont pris sa valise, US ont tout pris, tu es sûr que vous n'avez rien oublié? Oui. Alors elle est partie, murmura-t-il comme s'il se parlait à lui-même. Et elle va revenir vendredi. C'est certain? Mais oui, tu as l'air nerveux. Non, j'étais simplement inquiet, mais ça va mieux maintenant. Elle lui demanda si elle allait passer la chercher sa sortie et il lui promit de le faire. Il lui proposa de préparer lui-même le repas, des spaghettis bolognaises. Il adorait préparer cette sauce maison et se débrouiller comme un chef US se saluant et se donnant rendez-vous 19h30 précise, devant la manne. Lorsqu'il sortit de la cabine téléphonique, il y était un autre homme. La nervosité avait cédé place à l'apaisement et l'anxiété à l'assurance et à la stabilité. Ses pensées étaient figes, statiques et y étaient particulièrement calmes, presque sereins. Bien que son teint encore très pâle, apparaisse la quasi-nuit blanche, ses tresses étaient de crispés pacifici et avaient l'air plus détendus que quelques minutes auparavant. De retour sur le chantier, il y alla directement voir le chef magasinier, qu'il trouva à sa place habituelle, et lui demanda de la corde. Pas de problème. Quel genre de corde? Une pas trop épaisse mais robuste, il m'en faudrait 2 mètres, et une fine d'un peu moins d'1 mètre. Celle-ci, ça ira, parfait. Merci Jacques, à tout à l'heure. Et attends, il faut que tu signes le bon de sortie. C'est pourquoi faire ces cordes, mais Michel était déjà dehors et le bruit des pelles mécaniques l'empêcha d'entendre sourd Ponce. J'ai été à Pérez midi là, il y travailla comme un automate. D'ailleurs tout ce qu'il entreprit dans la Pérez midi fut fait par automatisme. Il lui semblait être sur pilotage automatique, mais la nuit qu'il avait passée l'empêchait de s'en rendre réellement compte. Lorsque la sirène retentit pour annoncer la fin de la journée de travail, il fut étonné, mais n'y pensa pas. Et il ne pensait de toute manière à rien depuis plusieurs heures. Ça te t'est vite de penser. Il y alla se changer dans le minuscule vestiaire comme un et ce fut seulement en sortant qu'il remarqua que le temps avait changé. Le modèle bleu en soleil du matin s'était transformé en écran nuageux. Ce changement climatique d'une heure à l'autre est l'une des particularités de Genève. Une particularité qui déstabilise et fragilise les esprits en détresse. Tu vas bien, Michel lui demanda un collègue surpris par sa pâleur, le tirant hors de ses pensées. Le temps échange, qu'est-ce qu'il fait froid. Il y a des heures qu'il a change, c'est normal. L'autre, le regardant avec stupeur, sourcils froncés. Michel ne releva pas, il entendit à peine sans comprendre, et partit prendre sa voiture. Il roula machinalement jusqu'à la maison et parqua dans la première place qu'il trouva. L'horloge de la cuisine marquait 6h30 précise lorsqu'il y pénétra. Il se souvint brusquement qu'il y avait promis de préparer le repas et, après avoir pris un bain et s'être lavé soigneusement, il manqua les préparatifs. Il coupa finement l'ail et oignon qu'il fit revenir avec de l'huile d'olive dans la casserole, puis il y ajouta la carotte et le merle coupe fin et enfin la viande hachée. Il se sentait vain ou plutôt creux. En réalité, sa fille lui manquait, et la maison demeurait si déserte, si inanimée, silencieuse. Instinctivement, il y ajouta les tomates dans la casserole qu'il fit cuire à feu doux. Puis il s'assit et alluma une cigarette qu'il fuma en regardant le même mur blanc que la veille. Soudain, il eut besoin d'ouvrir la fenêtre. Il lui semblait étouffé. Mais lorsqu'il le fit, il eut un terrible choc qui le pétrifia. Devant lui se dressait un épais rideau de fer gris, aussi terrifiant qu'immuable. Il pouvait regarder dans tous les sens. C'était peine s'il distinguait quelques vagues lueurs très atténuées. Le brouillard était subitement descendu sur la ville, mais il y avait déjà tant de brouillard dans sa tête.
Il tourna de manière cloisonnée dans l'appartement, peut-être pour échapper à cette épouvantable vision, peut-être parce qu'il venait de voir le reflet de son propre isolement, ou peut-être pour des raisons que lui seul connaissait et qui nous échappent. Puis ses gestes s'arrêteront, levant son bloc-notes, au fil une page au hasard et griffonna quelques nous l'utilisa quelques instants. ILN destinée à sa femme et à sa fille. Ces lignes les remercia et les soutendicia pour KM futur. Elles étaient imprégnées de bottes, d'espoir et de gratitude. Toujours de gratitude. Il y retourna dans leur chambre à coucher, s'en imprégna une dernière fois, puis il y alla dans celle de la petite Giada, respirant respectueusement son parfum et ressentant un terrible point au cœur. Il prit les cordes qu'il avait émenées, jetant un déflié regard à leur appartement, il claqua la porte derrière Jules. Tout était clair maintenant et il était prêt à prendre le dernier virage de sa vie. Il dévala les escaliers et ne croisa personne. Comme par automatisme, il se dirigea vers l'arbre, ce cours d'eau au bord duquel US aimait se promener le dimanche avec son enfant proximite du pont de la Fontenette. Il bifurqua et prit le petit sentier, lieu de leur promenade dominicale. Puis il y choisit un arbre. Peut-être le prit-il au hasard, et comme en cadouer la plus grande corde autour d'une branche solide. Il y grimpa sur la branche et mit la corde autour de son cou. On prit la plus petite cordée, afin que l'instinct de survie ne surgisse aucunement et ne l'empêche d'accomplir son destin. Il se ligota les mains soigneusement. Ses pensées demeuraient invariablement fiches. L'épais brouillard coupait chaque homme du reste du monde et personne ne pouvait l'apercevoir. Quelques instants il resta immobile, puis, regardant au fond de son cœur, il sauta dans un dernier élan d'espoir à ce moment précis. Passait sur le petit minimum un superbe chien. Il y aboya tellement fort en direction de Michel que son maître fut contraint d'aller voir ce qui se passait. Guidé par son chien, qui est l'inconditionnel ami de l'homme, il le trouva. Nadia était en train d'aider une petite vieille faire sa toilette, mais ses pensées étaient loin de l'endroit où elle se trouvait. Elle repensait sans cesse au coup de fil de Michel. Quelque chose qu'elle ne pouvait nommer ne tournait pas rond. Elle ressentait des sensations étranges, les mêmes ressenties lors de l'internement de son mari. De plus, pensait-elle, lui n'était pas logique qu'il s'inquiète du départ de sa fille, lui devrait plutôt s'inquiéter de son arrivée sur place. Elle décida qu'elle en discuterait avec lui. Elle se souvint que les psychiatres lui avaient conseillé, lors des crises qui allaient sûrement se présenter périodiquement, de faire preuve de calme et de patience. Souvent, elle l'oubliait. Michel en avait d'ailleurs eu une quelques semaines auparavant et il devait certainement en avoir une autre. Il faudrait qu'ils en parlent. Lorsque, soirée, s'aperçut de repais brouillard qui était tombé, une sorte de pressentiment. Elle fut certaine, ce moment-là, que Michel n'allait pas venir la 219 prendre sa sortie. Elle demanda donc à des religieuses la permission de terminer son traverse-bail plutôt ce soft-là. Ce fut ainsi qu'elle put sortir à 7h20, avec 10 petites minutes d'avance. Elle rentra directement à la maison, sans attendre l'heure convenue avec son mant. En route, mille clés lui traversaient l'esprit, certaines vraiment noires, d'autres plus atténuées. Plus elle réfléchissait et plus elle accélérait le pas. Elle ne pouvait se réjouir de leur soirée en tête-à-tête. Son inquiétude naissait forcément d'autre chose que d'une simple appréhension. Attendant au dernier feu qui la séparait de leur immeuble, elle aperçut de autres côtes de la route leur voiture mal garée qui habitait sur les lignes jaunes. Mais comment il sépare se demanda-t-elle. Il y est presque sur le passage Piton. On va encore avoir une amende et il fallait qu'il descende pour la déplacer. Elle n'oublierait pas de le lui rappeler. Au même moment, une voiture de police et une ambulance passeront en flèche devant elle, brillant le feu qui était rouge et s'arrêtant quelques mètres plus loin, à la hauteur du pont de la Fontenette. Elle se signa instinctivement, priant pour ces malheureux accidents dont ce n'était pas étonnant que des accidents soient survenus avec un brouillard pareil, pensa-t-elle, on y voyait devant la porte. Il sonna, mais personne ne vint lui ouvrir. Il y fouilla dans son sac et en sortit ses clés. Michel devait être occupé. L'appartement semblait vide. Une forte odeur de sauce tomate l'envahissait. Elle appela en béalayant du regard, mais tout paraissait silencieux et calme. Le téléphone sonna à l'oreille. Sursautant, elle répondit, le cœur en alerte, jetant à terre son manteau. C'était Anne. Elle était bien arrivée, le trajet s'était bien passé. Tu as une fille en or?
lui dit-elle. Elle a été formidable et elle a chanté presque tout le long. La honte appelle du petit café, elle vole un chocolat chaud avec Patrick. Tant mieux, c'est bien. Tu as un téléphone à Michel avant? Non, parce qu'on n'a pas eu le temps. Je voulais chauffer le chalet d'abord et, en attendant, on est venu ici se réchauffer un peu. Puis subitement inquiète, quelque chose ne va pas, elle lui expliqua ceci t'est produit, leur téléphone étrange, ses soupçons et son arrivée dans l'appartement vide. Soucieuse, Tan insista pour qu'elle appelle immédiatement Albert, reste à Genevin, dès qu'elle aurait des nouvelles. Puis Alcide voulait rester optimiste et la rassura, il lui devait certainement être à l'acheter des cigarettes. Dès quelques raccroches, elle alla dans la cuisine et resta de marbre. Sur la table, elle vit le trousseau de clés de Michel, son portefeuille, son paquet de cigarettes à moitié plein avec son briquet, tout ce qu'il aurait décidé prendre s'il était sorti. Ensuite, elle remarqua que la plaque de la cuisinière était restée allumée, la sauce cuisait à feu doux. Elle la remua et considéra qu'il n'avait pas d'assez absenté depuis longtemps puisque la sauce n'avait pas conne. Elle fut prise de panique et fouilla de fond en comble l'appartement, ne le trouvant pas et ne trouvant aucun indice non plus. Son rythme cardiaque s'accélérait et elle avait des montées d'adrénaline. Elle se ressaisit et prit une grande bouffée cuillère. Il n'était sûrement pas bien loin et devait être enfermé à l'extérieur, ayant oublié ses clés. Tremblante mais pleine d'espoir, elle sonna chez leur voisin de palier US ne purent lui donner aucune information et elle revint chez elle, sachant quoi penser. Ce fut à ces moments qu'elle remarqua le blouson de Michel accroché à la penderie et il n'était donc pas sorti. Elle refit un tour et horizon. Mit en toile les recoins de l'appartement et remarqua sur la petite table du salon le bloc-notes Posia. Elle le prit, regarda à la première et la dernière page, nerveusement, mais s'y notait à un mille. Elle quitta à nouveau le terre et se mit à appeler les personnes susceptibles PS d'être avec son mari, la famille d'abord, puis Albert et enfin le contremaître du chantier sur lequel il travaille mais personne ne fut en mesure de lui donner une quelconque information. Elle appela en demi-lieu la main pour s'assurer qu'il n'était pas à la chercher à pied. Quand elle eut terminé, une heure s'était écoulée et elle n'avait toujours aucune nouvelle, aucun indice. Les larmes coulèrent sur ce visage désemparé. Elle n'avait plus aucune idée de la suite des événements. Le téléphone brisa ce silence assourdissant. Albert appelait pour prendre des nouvelles. Ils eurent une longue conversation au cours de la queue et il voulut avoir un maximum de details de la journée et de la soirée. Elle lui raconta tout, entrecoupé parfois par des sanglots ne pouvait ainsi primer, posant sur lui ses derniers épaules. Il lui promit de se rendre 42, nerfs au product, ami, win de la police, il ne fallait rien lier au hasard. Taille de jadis C111, et aucune nouvelle oui de Nadia descendit ch'ti, virgule pliifir, et la fouilla minutieusement, sans rien trouver qui puisse Jules fournir un cerne blanc ou un début d'explication. Elle remonta à bredouille, le cœur en peine. Au salon, elle feuilleta à nouveau le bloc-notes et n'y trouvant toujours rien, elle refit 20 fois, 30 fois les mêmes gestes et les mêmes fouilles qu'elle avait fait auparavant. Elle allait de pis en pis espérant trouver introuvable, lorsque le téléphone sonna à nouveau. Chaque fois que les sonneries retentissaient, son rythme cardiaque s'accélérait, l'attirant et premier giclement de cette torpeur. C'était encore Albert qui tenait un début d'information, mais qui n'en toucha mot à Nadia. ITS m'ont dit que, pour le moment, il n'avait rien. Tu leur as bien dit qu'il n'est pas bien et qu'il peut à tout moment. Nadia ne put continuer. Ne t'inquiète pas, on va le retrouver. Faut que tu te reposes maintenant, parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Demain matin, à la première heure, US m'ont dit de passer les voir, alors la tranquillise-toi, lui dit-il, sachant pertinemment qu'il lui demandait l'impossible. D'accord, répondit-elle sans s'en rendre compte. S'il y a du nouveau ou est-ce que tu as besoin de quoi que c'est soal, n'hésite pas à me rappeler. Et se saluant, se dormant rendez-vous le lendemain matin. La seule chose dont elle avait besoin était de son mant, mais cela personne ne pouvait le lui donner et elle pleura toutes les larmes de son corps. Elle épuisa sa pensée, mais ne parvenait toujours pas à la consolation. Elle serrait fort le bloc-notes de Michel, sur lequel il n'avait encore rien pu lire, comme si elle savait qu'il détenait une réponse dont elle ne voulait pas. Elle alla se réfugier dans la chambre de Giada. Consciente de l'amour qu'il lui portait, elle se demanda si ce départ n'avait pas provoqué quelque chose en lui, si ce départ n'était pas responsable des événements en cours.
mais c'était lui qui l'avait souhaite. Il y avait même tout ordre pour qu'elle aille à la montagne, allant jusqu'à mentir pour que cela se fasse. Plus l'heure avançait et plus elle était persuadée que le pire s'était produit, mais nous ne sommes jamais réellement préparés au pire. Elle passa mille fois en revue les événements et les discussions, tous les souvenirs qu'elle avait de lui depuis ce merveilleux jour où US s'était rencontrés. Trouvant l'un dans l'autre beaucoup de ce que chacun d'entre eux cherchait, US s'était et US avait été comblé par la naissance de Giada. Mais une ombre noire avait toujours plan zéro sur eux. COFL Florida et Batarsi sortant de Milk par Géon, c'est donc possible City. Un seul LWL révolte et Nadia ait pris conscience de son être zéro POS. Cible, UIS y apercute peu. Être avait certainement incombé à elle de dissiper cette ombre jamais, car son nom n'en avait jamais eu la force plaquée pas si tous les fronteries. Or, elle avait immanquablement fait le contraire, cherchant à harmoniser une cacophonie ciment enracinée. Un profond sentiment de culpabilité envahit sûrement, elle avait toujours attendu de lui qu'il la protégeait la rassure, sans jamais se rendre vraiment compte que c'était le contraire qui aurait à se produire. Elle maudit peu, être son éducation qui avait rendu incapable de s'y assumer et de prendre du recul afin de résoudre les problèmes et non de les reporter, pour lui avoir mis des signes dans un J'attends. Elle prit peut-être aussi conscience que la mémoire d'une telle éducation l'avait empêchée de vivre sa vie et d'apprendre à Michel à vivre la sienne. Ou alors elle l'a maudit pour l'avoir toujours empêché d'énoncer ses sentiments, quel qu'il soit Michel qu'elle n'y peut être partie sans qu'elle n'ait jamais pu lui dire, à cœur ouvert, l'étendue de 126 des sentiments qu'elle éprouvait pour lui. Elle se sentait seule. Elle refaisait inlassablement les mêmes gestes et les mêmes allers-retours, comme recherchant ce bercement qui tendra sur les enfants. Elle descendit à la voiture à plusieurs reprises, se heurtant au froid glacial de l'extérieur et se réchauffant chaque fois en respirant le parfum de son nom duquel était imprègne le véhicule. Elle retrouvait là un peu de calme et de tranquillité, mais une force semblait la pousser à revenir immédiatement à leur appartement. Lui pouvait être rentré entre-temps. Comprenant chaque minute un peu plus que tout espoir était vain, elle prit le blouson de Michel qu'elle serra contre elle et sanglota jusqu'au petit matin. Elle pria également de tout son cœur, ne pensant pas que Dieu pouvait être aussi cruel pour lui ôter son mal. Il ne pouvait pas être parti. Il y était Erne, dirait plus tard sa fille. Un marle, un père était quelqu'un qui ne pouvait pas s'en aller avant le reste de sa famille, en pleine jeunesse, à 26 ans. Mais, quelque part au fond d'elle-même, elle savait que Michel avait foncé broyer son rêve et qu'il y était parvenu. Elle devait maintenant trouver la force d'accepter que tous ces qui n'aillent mourir, elle toujours plane sur eux. Comme un nuage bâtard sortant de nulle part, il est donc possible qu'à ce moment, révoltée, Nadia ait pris conscience de son être. Oui, possible. Elle s'aperçut peut-être qu'il avait certainement incombé à elle de dissiper cette ombre jamais, car son nom n'en avait jamais eu la force la capacité tous les fronteries. Or, elle avait immanquablement fait le contraire, cherchant à harmoniser une cacophonie bien enracinée. Un profond sentiment de culpabilité l'envahit sûrement, elle avait toujours attendu de lui qu'il la protégeait la rassure, sans jamais se rendre vraiment compte que c'était le contraire qui aurait dû se produire. Elle maudit peu, être son éducation qui l'avait rendue incapable de s'y assumer et de prendre du recul afin de résoudre les problèmes et non de les reporter. Elle crut peut-être aussi conscience que mémoire d'une telle éducation l'avait empêcheur de vivre sa vie et d'apprendre à Michel à vivre sienne. Ou alors elle l'a maudit pour l'avoir empêché d'énoncer ses sentiments calcul, soit. Michel Etal peut être parti sans qu'elle n'ait jamais pu y dire, à cœur ouvert, l'étendue des sentiments qu'elle éprouvait pour lui. Elle se sentait seule. Elle refaisait inlassablement les mêmes gestes et les mêmes allers-retours, comme recherchant ce bercement qui tendra sur les enfants. Elle descendit à la voiture à plusieurs reprises, se heurtant au froid glacial de l'extérieur et se réchauffant chaque fois en respirant le parfum de son mât duquel était imprègne le véhicule. Elle retrouvait là un peu de calme et de tranquillité, mais une force semblait la pousser à revenir immédiatement à leur appartement. Lui pouvait être rentré entre-temps. Comprenant chaque minute un peu plus que tout espoir était vain, elle prit le blouson de Michel qu'elle serra contre elle et sanglota jusqu'au petit matin. Elle pria également de tout son cœur, ne pensant pas que Dieu pouvait être aussi cruel pour lui ôter son nom. Il ne pouvait pas être parti, il y était qu'un elle,
dirait plus tard sa fille. Amant, était quelqu'un qui ne pouvait pas s'en aller avant le reste de sa famille, en pleine jeunesse, à 26 ans. Mais, quelque part au fond d'elle-même, elle savait que Michel avait foncé droit vers son rêve qu'il y était parvenu. Elle devait maintenant trouver la force et accepter que tout cessait qui et doit mourir. Elle 227 devait pardonner. Il n'y avait plus rien à ajouter, plus rien à dire, plus rien à faire. Les dés étaient jetés, les jeux étaient faits. Le lendemain matin, bougeant sur le canapé, elle fit tomber le bloc-notes. Alors qu'elle ne cherchait plus, elle entrevit qu'une feuille était écrite. Il n'était donc pas vide, pensa-t-elle simplement. Elle le prit, tremblante, elle retrouva la page et relut son contenu, quelques lignes, quelques merveilleuses lignes. Le de avait éloigné la fille et, plus tard, cette petite fille aurait compris, lorsque les bourgeons avaient fleuri, que les abeilles avaient glutiné, que les fleurs s'étaient épanouies, inondant le monde de leur parfum et de leur beauté, et seulement lorsque tout cela avait été accompli, on pouvait faire ses adieux à la vie. Mais lorsque l'accomplissement n'avait pas eu lieu et qu'une partie du chemin n'était pas achevée, lorsque la mort était appelée pour effaroucher l'horreur et la fatalité, il y avait en cela une terrible cruauté, malgré la compréhension et malgré l'entendement, et injustice de ce sort prévalait un profond ressentiment la nuit précédente. Michel avait éprouvé un tiraillement sans fin et si, au lieu de le combattre en vain, épuisant ses dernières forces, il l'avait accepté et aurait remarqué qu'il était à l'image de la dualité qu'il vivait intérieurement. Dans un conflit intérieur, si nous sommes les gagnants, nous sommes aussi les perdants. S'il avait pu poursuivre sa quête, il aurait entendu que, d'un côté, une petite voix jeune lui disait que les hommes, ceux qui n'assument pas leurs actes et passent leur frustration sur autrui, étaient responsables de cette déchéance et que, d'un autre côté, une voix plus ancienne lui disait qu'il pouvait en tout temps se décharger d'un fardeau qui était placé sur ses épaules trop éproutisses, qu'il pouvait en tout temps mettre un terme définitif à sa souffrance, par la compréhension et faction. La voix plus jeune aurait repris en lui dormant des envies de révolte ou de vengeance, tandis que la plus ancienne lui aurait indiqué que ce chemin en particulier n'avait pas de sœur. Elle lui demandait simplement d'être honnête avec lui. 229 Meadows et se regarder en face, sans masque, sans phare et sans faux semblant, mais sans dureté non plus, et sans jugement, pour ce qu'il était et pour rien d'autre. Pendant qu'il en était encore temps, il n'est jamais trop tard pour nous connaître, souvent pour nous découvrir nous-mêmes. Mais Michel avait de passe le seuil de torture psychologique tolérable et les pensées saines s'arrêtant également lorsque ce seuil est franchi. Pourtant, s'il lui avait peut-être seulement possible de s'y ouvrir sans condition au final même, ou si quelqu'un avait été là pour l'aider, il y aurait pu prendre une pleine et entière conscience de son être. Il y aurait compris, à ce moment-là, l'identité des barreaux de la prison dans laquelle il y était enfermé, en les regardant en face pour ce qu'il représentait, sans essayer inutilement, vénéamment de les fuir, puisqu'il ne pouvait pas se fuir lui. Il se serait également rendu compte que chaque homme était enfermé souvent dans les mers de barreaux, avec peut-être, comme seule différence, des champs d'action plus ou moins vastes, une prison un peu moins étriquée, une semi-liberté illusoire. Ces barreaux représentent quelque chose de terrible pour l'être humain et sont ceux de rééducation et du conditionnement, ceux de description imposée du monde, dont il était impossible de se défaire sans une réelle prise de conscience. Depuis notre naissance, nous sommes faits qu'on naisse, et de les conditionne, en un seul mot éduque, de manière plus ou moins simple. Il y a une marque laissée en nous par chaque personne que nous avons croisée, chaque événement, chaque blessure et chaque joie, les parents, les fréquentations, l'école, la religion, les tendances, les convenances. Ce conditionnement puissant, si nous n'en prenons pas les distances, si nous ne l'apercevons pas dans sa totalité, devient le seul champ dans lequel et pour lequel nous fonctionnons, grâce plus haut à cause de notre mémoire qui le perpétue. Seulement cela est suffisamment vicieux pour que nous ne nous en rendions pas forcément compte et que nous demeurions prisonniers des souffrances qu'il nous procure, des dualités intérieures et des conflits. Nous forquons à rejeter pleinement ceci ou à rechercher désespérément cela, sans savoir vraiment pourquoi. Toute cette mémoire accumulée nous empêche de vivre une vie dans laquelle nous pourrions nous épanouir. Avec ce qu'elle nomme des barrières de protection, elle fait en réalité barrage à l'inconnu, au possible, parce qu'elle a peur de perdre sa suprématie et des repères qu'elle s'est préfixe, elle décide et ORE tout à notre place.
par l'intermédiaire des critères qui nous ont été inculqués, selon le conditionnement de tout un chacun. Elle instaure des limites chaque chose et nous culpabilise à coups de remords, si nous avons l'audace de les franchir malgré tout. Enfin, elle nous emprisonne dans des chaînes immuables que nous reproduisons l'infini et qui nous font penser que certains événements ne sont qu'une suite de cercles vicieux qui inlassablement réapparaissent. Une histoire sans fin, souvent toute l'histoire de notre vie. Nous sommes aussi mémoire, mais pas seulement mémoire. Et c'est uniquement à partir d'une prise de conscience que nous pouvons nous en rendre compte. Il n'incombe qu'à nous-mêmes de voler de nos propres ailes, d'explorer, sans rendre de compte, ni devoir d'explication à ceux qui ne veulent les entendre, sans permettre à personne, nous y compris, de se poser en juge, en bourreau ou en tortionnaire devant notre vie, en faisant nos propres choix, et non en obéissant seulement à ceux qui sont perpétués par notre mémoire et rendus accessibles par la pensée, mais, en les transcendant nous, découvrons une vie qui nous appartient, une vie qui n'y a en rien les mêmes dimensions que celle que nous avions vécue jusque-là. Cette dualité disparaîtrait, et nous connaîtrions la plénitude qui implique la liberté, une osmose fantastique de notre être dans cette totalité de corps, cœur et d'esprit. Ce n'est qu'à partir de cet instant magique que nous pouvons nous ouvrir au monde et en voir sa beauté, sa surprenante intelligence et son ampleur. Chaque jour est un jour nouveau, un beau jour qui se vit dans le présent, sans le bagage du passé si ce n'est le bagage technique qui nous est nécessaire pour nous mouvoir et sans le souci de projection du futur. Chaque minute présente construit notre vie, et respectueusement nous la gâchons, espérant construire la péresse sur les bases que nous postons de l'avant, sans rester dans le maintenant, sans nous rendre compte que nous tournons peu être en rond, tel un chien courant à péresse sa queue, gaspillant des forces comme des instants de bonheur certains. Le passé et le présent ne peuvent se revivre, et quant au futur, laissons-le venir en son temps. Il y a dans notre monde des merveilles dont certains en ressentent la beauté qu'au moment fatal. Notre la plus complexe, et pourtant la plus merveilleuse, est de s'harmoniser les uns aux autres, dans un équilibre certain. Comme la nuit s'harmonise avec le jour pour permettre à la nature de croître et de suivre son cours. L'univers a une âme et nous en faisons tout partie à part entière. Il y a une unicité, une intensité où tout fait partie de tout et tout est un. Si nous parvenions à ressentir cet AME, nous serions inondés d'un amour immense et indéfinissable, dont la provenance nous échapperait. Nous verrions la beauté du monde et la beauté de la vie, si seulement nous prenions la peine de la vivre en pleine harmonie avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes réellement et avec tout ce qui nous entoure. Nous verrions que les choses les plus belles se trouvent en nous et tout autour de nous. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher loin, il suffit de tendre la main. Nous verrions également que l'amour permet l'homme d'accéder aux rêves les plus fous, d'atteindre des sommets et déplacer des montagnes. Nous verrions que ceux qui n'ont pas d'amour et de passion ne vivent pas, ils survivent. Les rêves et les idées font naître la passion, seul souffle de vie, s'ils restent simples et que les chemins qui y menant éduquent les souffrances endurées, les peines et toutes les meurtrissures n'étaient peu. Être pas que des ennemis pour Michel, mais simplement un devoir pour accéder à cette prise de conscience nécessaire. Ce n'est souvent qu'en revenant des endroits les plus sombres que nous sommes éblouis par la magnifique lumière du soleil. Il y aurait pu, dans ce nouveau souffle qui lui aurait été offert, se sublimer et épasser des illimites infranchissables, fort de l'enseignement et de la connaissance silencieuse que les âmes en peine détiennent sans pouvoir les verbaliser. Et ceci fut parce que, intuitivement, il savait qu'un bien très fort pouvait encore leur amener la vie, qu'il décida de s'attacher les mains, afin de sauter toute chance ou toute possibilité d'être à nouveau désillusionné. Voilà qu'il assistait à sa demi-danse, à un dernier de vie. L'ultime combat qu'il eut à accomplir sur cette terre, il le fit avec celle qui se trouvait à ses côtes depuis sa naissance. Ce combat fut magnifique et spectaculaire, demeurant dans l'éternité, car il calit le dernier, maintenant sous ses yeux dansait la mort avec la vie, dans une valse langoureuse et effronée, au rythme de ses dernières pulsations, une se d'en complétèrent à l'autre maintenant, pour lui. Le temps n'avait plus le même rythme et ses pensées n'avaient plus la même cadence. D'ailleurs, il ne les ressentait plus. Son être éclata en milliers de nobles lueurs, l'image du firmament. Elles s'éparpilleront dans l'éternité, chacune ayant connaissance des autres. Les lueurs de la conscience peut-être ressentait-il encore une profonde gratitude envers tous ceux qui croiseront son chemin, ceux qui l'avaient aimé et avaient grave en lui la joie des images éternelles, images avec lesquelles s'il s'en alla seul. Un chien avait entendu son cri de désespoir,
un beau berger allemand, qui lui aussi passait sur la promenade des orpailleurs. Au bord du fleuve, elle était la promenade des chercheurs d'or. Ce chien, ami de l'homme, amena son maître jusqu'à lui, mais Michel avait abouti dans son rêve. Ce dernier tenta tout ce qu'il put pour le sévère. Les secours furent tables, mais cet homme ne savait pas que les rêves et les passions ont une puissance qui épasse la raison. Michel ne se doutait pas que, par sa mort, il aiderait certains de ses semblables à comprendre la vie et à en voir pleinement la beauté, l'immensité un unicite au travers de sa fille, et des personnes qui l'avaient aimé. Ils vivraient à jamais dans leur douceur, comme un doux et puissant souvenir qui les bercerait pour la vie. Sa chaleur humaine, sa générosité de sœur et son humilité étaient le plus bel exemple d'amour, de courage et de bonté que l'on puisse souhaiter, l'exemple qui habiterait leur vie, parce que nous sommes aussi ceux que nous avons perdus. Il donna une magnifique et magistrale leçon. La vie est un hymne d'espoir et d'amour, un parcours de tous les jours, sous d'immenses raisons, dans un univers mystérieux, dont lui avait appris le demier tournant, seul, dans le silence des infini. L'être de sable est un être qui, au fil des saisons, au gré du vent et autour d'un manque d'amour et de passion, s'effrite et se désagroge, lié cet être sensible et exposé, dont la continuité va dépendre de son environnement, ainsi que des éléments qui vont s'approcher trop près de lui et de sa fragilité. C'est ainsi qu'un être de pierre devient un être de sable. Pourtant, tant qu'un monticule de sable demeurera, on saura que là existe encore un être et que, peut-être, nous sommes à temps pour le relever et le fortifier. Car, souvent, en lui tendant une main charitable, nous pouvons l'aider à s'ériger et se solidifier. Si nous sommes en mesure de voir ce monticule, alors nous sommes cette main charitable. Si nous pouvons comprendre qu'en ce corps il est une âme qui souffre, alors nous pouvons lui amener notre soutien, provenant de notre compréhension, notre main, provenant de notre compassion. La pitié, et non la bite, est une bâtarde guide 239 qu'on vient de ne point éprouver, car loin d'aider, elle va isoler. Elle engendre la peur, la repulsion et l'exclusion. La compassion est fille de l'amour de la création. Celui qui reprouvera ne se demandera point comment venir en aide à un être de sable, il y agira, guide par son cœur et jamais il ne se trompera. Car un cœur qui aime est un sœur qui sait. Et lorsque l'amour s'harmonise à l'intelligence, nous avons un manage sublime, nous avons une vie pleine de sens et de beauté, une existence à vivre faite de miracles et de génialité. La pierre peut devenir sable et le sable peut être emporté par le vent. Nul n'est à l'abri des intempéries, émotionnelles ou relationnelles, elles nous entourent tout, et bien heureux nous serions, si quelqu'un en ce monde venait nous porter secours. Même si ces mots paraissent absurdes et infondes, irréels ou incohérents, ne les croyez pas, mais observez et laissez votre cœur s'exprimer, il n'y a qu'ainsi que vous les saisirez. Quant à moi, j'aime entendre le bon Baptistine vous demander, comment un seul rocher peut-il retenir la mer? CSCJT, des centilitres, CR, RTZ 0. Plus, L, 4,TTCR, 4, CF, T-4 à 4, moins que 4, F, T4, virgule T, 0, CN4, IZT, ZCR, TTC, 4, CR, T, TZL 4,3 TZL 2.2, 4 alors nous, les enfants de l'immigrant, nous, qui sommes un peu partout des étrangères, portons haut et grand nos plus belles valeurs, que par ce monde qui Noël sont rendus meilleurs, à la mémoire de nos parents, de leurs sacrifices, de leur amour, de tout ce qu'ils en supportent, pour nous voir heureux un jour, en une terre d'accueil, qui trop souvent est devenue leur cercueil. Merci à eux pour l'immense héritage, celui de la générosité. Je t'aime papa, Sonia.